Imagine un instant que votre voiture tombe en panne, mais vous êtes en 1890. Il n'y a pas d'atelier, pas de pièces de rechange, et le plus proche d'un mécanicien, c'est le forgeron du village. Comment les premiers conducteurs survivaient-ils? Producteurs de cette aventure mécanique. L'histoire que tu es sur le point d'entendre va te surprendre. Les premières années de l'automobile étaient une époque de pionniers et d'aventuriers. Chaque voyage était une prouesse et chaque réparation un exercice d'ingéniosité et de créativité. Mais, comment faisaient-ils vraiment? Tout a commencé dans les ateliers de forge. Ces artisans du métal, habitués à travailler avec des carrosses et des outils agricoles, furent les premiers à relever le défi de réparer ces nouvelles voitures sans chevaux. Leurs marteaux, enclumes et forges, des outils millénaires, maintenant au service d'une invention révolutionnaire. T'es-tu déjà demandé pourquoi les premières voitures ressemblaient tant aux carrosses? La réponse est simple, parce qu'ils utilisaient les mêmes techniques et matériaux pour les réparer. Les premiers mécaniciens étaient en fait des forgerons qui apprenaient au fur et à mesure. Quand une pièce se cassait, ils ne pouvaient pas simplement demander un remplacement, ils devaient la fabriquer eux-mêmes. En 1908, une femme nommée Alice Ramsey a fait l'histoire en étant la première à conduire d'un océan à l'autre aux États-Unis. Pendant son voyage de 59 jours, elle a dû changer 11 pneus, casser avec du fil et nettoyer les bougies presque tous les jours. Votre mécanicien le plus proche, c'était souvent le forgeron du village le plus proche. Les outils de base de l'époque étaient étonnamment simples. Une clé à molette, des marteaux, des ciseaux et surtout, de l'ingéniosité. Les moteurs, beaucoup plus simples que ceux d'aujourd'hui, avaient un avantage. Tu pouvais voir et toucher chaque composant. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de diagnostic électronique, c'était de la pure mécanique. Saviez-vous que les premiers manuels de réparation étaient si basiques qu'ils comprenaient des instructions telles que « tapoter doucement ». En attendant que cela fonctionne, de nombreux conducteurs transportaient des kits de réparation comprenant des cordes et des fils, car ils ne savaient pas qu'ils pourraient avoir besoin d'improviser. Mais ce n'était que le début. L'arrivée du modèle T de Ford ne révolutionnerait pas seulement la façon dont les voitures étaient fabriquées, mais changerait aussi pour toujours la manière de les réparer. Passons maintenant à l'ère de la production de masse, de 1920 à 1950. T'es-tu déjà demandé pourquoi les mécaniciens ont tant d'outils spécifiques? Tout a commencé avec une voiture noire, très noire, si noire qu'Henry Ford disait que tu pouvais l'avoir de n'importe quelle couleur, tant qu'elle était noire. Le modèle TE a non seulement révolutionné la manière dont les voitures étaient fabriquées, mais a également créé toute une nouvelle génération de mécaniciens. L'arrivée du modèle a marqué la fin d'une ère artisanale et le début de quelque chose de complètement nouveau. Pour la première fois dans l'histoire, les voitures n'étaient pas des jouets de l'époque. De luxe pour les riches, mais des outils accessibles pour le citoyen ordinaire. Mais avec cette démocratisation de l'automobile, un nouveau défi est apparu. Qui réparerait tous ces véhicules? Ford n'a pas seulement révolutionné la fabrication, il a également transformé la réparation. Pour la première fois, il y avait des pièces standardisées. Il n'était plus nécessaire de fabriquer pièces de rechange zéro. Cela a donné naissance à quelque chose que nous tenons aujourd'hui pour acquis, le catalogue de pièces de rechange. Imagine l'excitation des mécaniciens en sachant qu'ils pouvaient commander une pièce exacte, exactement identique à l'original. En 1926, dans un petit atelier du Kansas, un mécanicien nommé Charles Williams a reçu son premier manuel officiel de Ford. Ses mains, habituées à improviser des solutions, tremblaient en feuilletant ces pages qui contenaient quelque chose de révolutionnaire. Instructions étape par étape avec des diagrammes détaillés. C'était la naissance de la réparation moderne. Les ateliers ont commencé à se transformer. Ce n'étaient plus de simples forges adaptées. Adaptées, mais des espaces spécifiquement conçus pour la réparation automobile. Les familles de mécaniciens ont commencé à émerger, transmettant leurs connaissances de père en fils. Chaque famille avait ses secrets, ses techniques spéciales, ses astuces du métier. La standardisation a apporté avec elle des outils spécialisés. Les clés à tubes avec des tailles spécifiques ont remplacé les clés réglables. Les premiers élévateurs mécaniques sont apparus, disant adieu aux fosses d'inspection. Chaque année apportait de nouvelles innovations, des étriers de précision, des manomètres de compression et le révolutionnaire Timmy. Et Manite pour régler l'allumage. Ces ateliers familiaux sont devenus le cœur de nombreuses communautés. Le mécanicien local ne se contentait pas de réparer des voitures, il était conseiller, confident et, souvent, la banque non officielle du village. Beaucoup acceptaient des paiements en nature ou en travail. Quand l'argent manquait pendant la Grande Dépression. Mais pendant que ces mécaniciens perfectionnaient leur art, quelque chose était en train de changer à Détroit. Les moteurs devenaient plus puissants, plus complexes. L'ère de la muscle car américaine était sur le point de commencer, et avec elle, une révolution dans le monde de la mécanique. Maintenant, faisons un saut dans la révolution mécanique, de 1950 à 1980. Les années 50 et 60 ont apporté plus que du rock'n'roll. Les moteurs ont augmenté en taille et en puissance, et avec eux, la complexité des réparations. Une Chevrolet de 57 n'était plus le simple modèle que n'importe qui pouvait réparer avec un marteau et de bonnes intentions. La mécanique devenait une science. En 1964, lorsque la première Mustang est arrivée dans les ateliers, de nombreux mécaniciens chevronnés se sont grattés la tête. Le mécanicien de Chicago Joe Martinez se souvient que c'était comme si quelqu'un avait pris un moteur normal et lui avait donné des stéroïdes. Nous avons dû tout réapprendre. Tout ce que nous pensions savoir sur le réglage et les carburateurs. C'était l'âge d'or du diagnostic sensoriel. Les meilleurs mécaniciens pouvaient identifier les problèmes rien qu'à l'écoute. Un bruit dans le moteur racontait une histoire.
La couleur de la fumée d'échappement révélait des secrets. Et l'odeur des gaz d'échappement était comme un livre ouvert pour ceux qui savaient l'interpréter. Les ateliers se sont transformés. Les oscilloscopes sont arrivés pour analyser le système électrique. Les premiers analyseurs de gaz d'échappement. Et des outils spécialisés pour chaque marque et modèle. Le mécanicien de quartier ne pouvait plus survivre avec seulement une boîte à outils basique. Pour la première fois, des spécialistes ont émergé. Experts en transmission d'automatique. Magiciens de la carburation. Les gourous de la suspension. L'ère du mécanicien polyvalent touchait à sa fin. Comme le dit un vieux dicton, celui qui veut en faire trop, en fait peu. Mais tandis que les mécaniciens perfectionnaient l'art de régler manuellement les carburateurs et d'ajuster les soupapes, une révolution silencieuse. Elle se préparait au Japon et en Europe. L'ère de l'électronique était sur le point de commencer et avec elle viendrait le plus grand défi auquel la profession ait jamais été confrontée. Un jour de 1981, dans un garage de Détroit, un mécanicien chevronné regardait. Perplexe, le moteur d'une nouvelle Honda Accord. Il n'y avait pas de carburateur. À la place, une mystérieuse boîte noire. Il contrôlait le flux de carburant. C'était le début d'une révolution qui changerait à jamais le monde de la réparation automobile. Bienvenue dans l'ère où les clés anglaises ont commencé à partager l'espace avec les ordinateurs. Les années 80 ont marqué le début d'une nouvelle ère. Les fabricants japonais et européens ont commencé à introduire des systèmes d'injection électronique de carburant. Il ne suffisait plus d'avoir une bonne oreille et des mains habiles. Maintenant, les mécaniciens devaient comprendre les tensions, les capteurs et les composants. Ordinateur. Mike Thompson, propriétaire d'un magasin en Californie, se souvient du jour où il a acheté son premier ordinateur de diagnostic en 1985. Ça a coûté plus que tout mon autre matériel réuni. Certains collègues se sont moqués de cette idée, affirmant qu'il s'agissait d'un gaspillage d'argent. 6 mois plus tard, ces mêmes mécaniciens me payaient pour utiliser mon scanner. Les termes ont changé. On ne parlait plus seulement de compression et de calage. Maintenant, il fallait comprendre le PCM, module de contrôle du groupe motopropulseur, capteur MAPE, code de panne. Le multimètre est devenu un outil aussi essentiel que la clé à molette. Les scanners OBD1 sont arrivés comme une révolution. Pour la première fois, la voiture pouvait te dire ce qui n'allait pas. Mais chaque fabricant avait son propre système, ses propres codes, ses propres connecteurs. Un atelier avait besoin de plusieurs équipements de diagnostic, chacun avec son propre manuel et sa propre formation. C'était une époque de division générationnelle. Beaucoup de mécaniciens vétérans ont résisté au changement. Certains ont même fermé leurs ateliers. D'autres ont adapté leurs compétences traditionnelles à la nouvelle ère, créant une synthèse unique d'expériences mécaniques et de connaissances électroniques. Je ne fais pas confiance à ces machines. C'était une phrase courante dans les ateliers, mais la réalité était indéniable. Les voitures tournaient. De plus en plus complexes. Ceux qui se sont adaptés ont prospéré, ceux qui ont résisté ont été laissés pour compte. Comme le disait un instructeur de l'époque, le meilleur outil d'un mécanicien moderne, c'est son cerveau. Mais si les mécaniciens des années 80 pensaient que la révolution électronique était un défi, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait avec le nouveau millénaire. L'ère numérique était sur le point de commencer et avec elle, une transformation encore plus radicale allait arriver. Imagine un atelier où les voitures se diagnostiquent toutes seules, où un mécanicien à Tokyo peut t'aider à réparer un véhicule à Buenos Aires et où une tablette a plus de pouvoir que toi. Tous les équipements de diagnostic des années 90 réunis. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'atelier automobile du 21e siècle. Bienvenue dans l'ère où les voitures ne se conduisent pas seulement toutes seules, mais te disent aussi exactement ce qui leur fait mal. L'année 2000 a marqué un tournant. La standardisation de l'OBD2 signifie que, pour la première fois, tous les fabricants parlent le même langage. Un seul scanner pourrait dire n'importe quelle marque. Mais cette simplicité s'accompagne d'une nouvelle complexité. Les voitures ont commencé à avoir des dizaines d'ordinateurs interconnectés. Les véhicules modernes sont des ordinateurs sur roues. Ils peuvent envoyer des alertes aux fabricants avant de tomber en panne, programmer leur propre entretien, et certains peuvent même recevoir des mises à jour logicielles pendant qu'ils dorment dans ton garage. Le mécanicien moderne commence souvent son diagnostic avant même que la voiture n'arrive à l'atelier. L'arrivée des véhicules hybrides et électriques a apporté de nouveaux défis. Les mécaniciens ont dû apprendre sur les véhicules, sur les systèmes obtention, les batteries au lithium-ion et les moteurs électriques. La sécurité a pris un nouveau sens. Une erreur ne pouvait plus seulement endommager la voiture, elle pouvait être mortelle. Les ateliers modernes ressemblent à des pôles technologiques, avec des scanners, des oscilloscopes numériques sans fil et des outils de réalité augmentée qui superposent des diagrammes sur le moteur réel. Les connaissances techniques ne suffisent plus. La culture numérique est obligatoire. Malgré toute cette technologie, l'élément humain reste crucial. Maria Rodriguez, mécanicienne. Les ordinateurs simplifient le travail. Ils peuvent te dire où se trouve le problème, mais il faut de l'expérience et du bon sens pour comprendre pourquoi cela s'est produit et comment éviter que ça ne se reproduise. Les systèmes d'IA commencent à révolutionner le diagnostic. Ils peuvent analyser des millions de cas similaires en quelques secondes, suggérant des solutions basées sur des expériences globales. Mais, comme on le dit dans les ateliers modernes, l'IA est un outil de plus, pas un remplacement pour le technicien. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblera la réparation d'une voiture en 2040 ? Imagine un atelier où des robots effectuent les réparations lourdes, où les pièces sont imprimées en 3D pendant que tu attends, et où ta voiture communique directement avec les techniciens, même avant de tomber en panne. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'avenir qui arrive déjà dans les ateliers les plus avancés du monde. La première révolution arrivera avec les véhicules totalement autonomes.
Ces voitures ne se conduiront pas seulement toutes seules, elles pourront aussi s'autodiagnostiquer et se diriger vers l'atelier par elles-mêmes. Mais leur complexité nécessitera un nouveau type de technicien, l'ingénieur en systèmes autonomes. Les magasins de pièces détachées tels que nous les connaissons pourraient disparaître. L'impression 3D de pièces à la demande est déjà une réalité dans certains ateliers d'élite. Imagine avoir besoin d'une pièce discontinuée pour une voiture classique. Au lieu de la chercher pendant des mois, tu pourras simplement l'imprimer. Les ateliers du futur seront complètement connectés. La réalité augmentée, les hologrammes interactifs et l'assistance à distance en temps réel seront la norme. Un technicien à Tokyo pourra guider une réparation complexe à Sao Paulo. Comme si j'y étais. Depuis les forgerons qui ont adapté leurs compétences pour réparer les premières automobiles, jusqu'aux techniciens du futur qui travailleront avec la réalité augmentée et des robots, l'essence de la profession reste la même. La même, résoudre des problèmes et maintenir le monde en mouvement. La technologie change, mais la passion de réparer les choses reste.